Des cafés, du croissant. Francis Bain, et moi, il y avait Denis Péchanski. Et il est attesté que Jaurès avait une prédilection particulière pour les roses. Donc nous savons que nous ne commettons pas d'impair en ayant choisi plus particulièrement cette fleur pour la lui remettre. Et donc, je dirais qu'en toute simplicité, amitié, disons, et fraternité d'intelligence libre à intelligence libre, nous sommes heureux de commencer les hommages à Jaurès avec le dépôt de cette rose par les membres de la Société d'études jaurésiennes et les nombreux lecteurs des cahiers Jaurès que vous représentez. Voilà, merci. On aura réussi à pousser à Oui, bon, bah, on fait de la reconstruction historique, on fait du 14, il a été japonais aux Tuileries, et on fait du 40 aussi, de la résistance, on essaie de participer un peu à toutes les choses pour montrer une petite image un peu, pour que le peuple comprenne plus facilement. Parce que là c'est bien gentil, mais quand c'est trop technique, le peuple a du mal à comprendre, donc c'est plutôt une image médiatique. Voilà. Parole à tes heures. Demande à faire un peu de place sur la table. Ouais, et on déjeune après. Et là t'as un mec de la santé, ça fait pas ça, il a pousse. Prends le mec. Quel plaisir. Ça va? Mon petit Bruno. Ça va? Ça fait plaisir de vous revoir les copains. Non, il est beau, non? Oui, très beau, j'ai pris mon temps. Bravo, les vacances te réussissent. Hein. Bah, ça va durer. Ouais, je fais bien là. Alors, on commence par celle-là. Oui, d'accord, c'est gentil. Madame, je vais. Bonjour président. Allez, on y va président. Bonjour. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Bonjour. Je voulais saluer quand même les... Déclaration, des lourdes responsabilités. Monsieur le Président, Monsieur Gabriel arrive. Okay for you? Okay. Good for you? Good.
Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Vous êtes de Carbon ou d'Albi? D'Albi. Très bien, oui, bien sûr. Je me souviens, vous êtes venu à Blaye. Voilà la variante, c'est là. Merci beaucoup. Je regarde. Bonjour. Bonjour. Bon, ça n'a pas l'air d'être si terrible que ça. Je suis content d'être venu voir de moi-même. Voilà. Mais attention quand même. Hein. On fait attention à tout. Il y a intérêt. Bonjour, Monsieur le Président. Nous sommes des socialistes de Londres. De Londres? Oui, oui. Labour. Oui, bien sûr. Vive la République. Bonjour. Merci. Bonjour. Monsieur le Président, bonjour, je suis ancienne navigante et je vous ai invité ainsi que des membres du gouvernement pour le 25e anniversaire de l'attentat du décès de 18 le 19 septembre à 11h au Père de Fraise. J'espère que vous allez nous honorer de votre présence. Je vais regarder. Monsieur Flavius m'a répondu déjà par un négatif. Bon, on va regarder. Monsieur le Président, Oui, oui. Alors. Hop, voilà le crayon. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci monsieur. Jaurès pour vous. Bonjour. Merci d'être venu. Merci. Bonjour. 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 Merci d'être venu. Merci à vous. Bonjour. Regardez les filles. Bonjour les jeunes filles. Bonjour de la Réunion, Monsieur le Président. Je peux vous prendre une petite photo avec mes filles? Ah, on va retourner vous voir. Une seconde. Je suis ici pour rendre hommage à un humaniste, un vrai humaniste, Jean Jaurès, proche du peuple, vraiment proche du peuple, contrairement à tous ceux qui nous gouvernent dans le monde, à la plupart de ceux qui nous gouvernent. Et vraiment, on a beaucoup de leçons toujours à tirer de Jean Jaurès, qui est très actuel. Et s'il était là maintenant, il aurait son mot à dire par rapport à une justice sociale on est en défaut de justice sociale donc en France. Et puis aussi, il aurait son mot à dire par rapport aux conflits au Proche-Orient, en Ukraine, partout, en Irak et tout. Parce que c'était un homme de paix, de consensus, mais aussi un vrai réformiste, quoi. Donc, et vraiment quelqu'un à l'écoute des gens. Et ce qui nous manque beaucoup à l'heure actuelle, quoi, quelqu'un qui soit vraiment proche du peuple, voilà. Et donc vraiment on le porte dans notre cœur et Jean Jaurès est un homme bien, voilà. Et donc on est là pour ça, pour dire qu'on t'oublie pas, Jean. On a besoin de gens comme toi et voilà. Et ça, c'est vrai que les hommes politiques à l'heure actuelle, ils n'y arrivent pas à la cheville, quoi. Donc on aime. Voilà, je dis que je suis là parce que en tant que simple citoyen, parce que Jaurès, c'est pas seulement un grand dirigeant politique, c'est celui qui nous touche profondément, parce qu'il a été absolument exemplaire dans toute sa vie politique. Oui, voilà. Et quand on a lu le Jaurès, on a découvert et on a trouvé un ami qui est à la fois universel et intime. Voilà ce que je voulais dire. Merci François, je te remercie, c'est gentil. Merci Monsieur le Président. Merci François, Ça va? C'est normal d'accueillir le président, c'est la République quand même. Bah. Alors dites-nous, est-ce que vous vous sentez proche de Jaurès, figure de la gauche pourtant? Non, je ne me sens pas proche de Jaurès, je me sens proche d'abord de mon devoir de député qui est d'accueillir le président de la République dans ma circonscription, et je le fais avec bonheur, et c'est normal. Deuxièmement, Jean Jaurès est une très grande figure de l'histoire de France. C'est lui qui a quand même inventé le socialisme français. Il a inventé le Parti socialiste, il a fondé l'Humanité, il a joué un rôle très très important dans notre histoire, et de ce point de vue, il a sa place dans le panthéon des grands hommes français, bien sûr. Et si vous me dites à qui je me réfère, davantage à Clemenceau et à De Gaulle qu'à Jean Jaurès, ne m'empêche pas de respecter l'histoire de cet homme-là, son parcours, et quelque part, je crois que ça donne aussi à la réflexion sur... c'est très intéressant ce qui s'est passé là, le vice-chancelier d'Allemagne qui est là, Sigmar Gabriel, c'est une autre tradition de la gauche. Jean Jaurès, c'était la gauche révolutionnaire, il a commencé au combat pour les mineurs de Carmaux. Et la gauche française, elle a toujours oscillé
entre la flamme révolutionnaire et la réconciliation avec le monde réel. La gauche allemande n'a pas ce problème. Et la gauche française a toujours été très particulière par rapport au reste de l'Europe, et on le doit beaucoup aux contradictions de Jean Jaurès lui-même. Et donc cet anniversaire doit nous faire réfléchir à tout ça. Enfin, je pense que les gens de gauche le feront. Et d'autre part aux différences avec les autres pays européens. Et puis il y a un dernier élément, c'est que cet assassinat ici il y a 100 ans, c'était 4 semaines après l'assassinat de l'archiduc d'Autriche, qui a déclenché l'immense massacre, une semaine après la déclaration de guerre de l'Autriche contre la Serbie. Et Jean Jaurès, et là je dois dire que je soutiens ça, je ne suis pas pacifiste non plus d'ailleurs, mais il a voulu empêcher ce qui est devenu un bain de sang épouvantable pour notre pays et pour toute l'Europe. Il a essayé jusqu'au bout de l'empêcher, et il avait raison. Vous savez, Jean Jaurès est une figure immense de la République et de l'âme française. Simplement, il ne faut pas essayer de le récupérer, c'était il y a 100 ans. En revanche, on peut méditer sur la manière dont il portait ses convictions. Et je pense qu'en 2014, il faut d'abord penser à l'homme de paix. L'homme de paix qui voulait l'union de l'Europe au service de la paix entre les peuples européens. Et puis parce qu'il y a une situation au Proche-Orient extrêmement dramatique, je pense qu'il faut se rappeler qu'au cœur de l'engagement progressiste, il y a la paix, le combat contre la guerre. Et puis, sans chercher à le récupérer, il faut aussi se souvenir que Jean Jaurès a combattu pour que la réforme soit efficace. C'était un réformiste, mais un réformiste qui voulait que la réforme serve la justice, le progrès social, la cohésion de la société. Donc voilà, sans le récupérer, il faut essayer de se dire, 100 ans après, comment être des serviteurs de la paix et comment se servir de la réforme pour créer de la justice et de l'unité dans la société. Alors justement, certains accusent François Hollande de ne pas respecter l'héritage socialiste de Jean Jaurès. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de ces attaques? Je vous ai dit que je n'aime pas toutes les opérations de récupération. Jaurès a été assassiné pour ses idées il y a 100 ans. Donc, penser à lui, ça mérite mieux que de régler des petits comptes politiciens. Que chacune et chacun essaye, dans sa responsabilité, dans son engagement, de servir le mieux possible ses convictions partagées, paix, justice, mais audace de la réforme au service de la justice, et je le répète, de la cohésion de la société française. L'unité de la société française a besoin de cet esprit de justice, et il n'y a pas d'esprit de justice sans réforme. Mais il n'y a pas de réforme utile si ce n'est pas au service de la justice. Voilà. Mais prenons ces messages avec modestie et volontarisme, sans se faire la leçon les uns aux autres. J'appelle M. Henri Nallet, président de la Fondation Jean Jaurès. François Hollande qui tienne le cap, qui ne se décourage pas. Vive François Hollande, vive la République. Il y a 100 ans, jour pour jour, le 31 juillet 1914 à 21h40, Jean Jaurès tombait ici même sous les coups de feu de son assassin dont le bras a été actionné par des forces nationalistes, réactionnaires et bellicistes. Dès cette minute, dans ce quartier qui fut celui de la presse, puis dans tout Paris, montre ce cri « Ils ont tué Jaurès ». Comme si, imperceptiblement, le peuple de Paris mesurait que venait de se produire un événement considérable, un moment de bascule comme l'histoire en réserve peu, ici même, au Café du Croissant. Au-delà de l'homme de paix, c'est une conscience de la gauche et du mouvement ouvrier. Un remarquable journaliste, un professeur normalien agrégé de philosophie,
un député fidèle aux mineurs de Carmaux et à tous les travailleurs de France qu'il représentait, un historien de talent, le fondateur de l'humanité, un orateur redouté qui aura mis sa vie et sa voix au service des plus faibles, qui disparaissaient et laissaient orpheline toute une génération de militants politiques et syndicaux de gauche qui se fracassera dans le tumulte de la guerre. Oui, ici est mort, il y a 100 ans, Jean Jaurès. Mais son immense œuvre, ses actions, ses réflexions sont vivantes et résonnent encore au cœur du feu de l'actualité. Jaurès, c'est la clairvoyance sur l'engrenage des guerres locales et mondiales. C'est le combat contre la violence des guerres coloniales et une intuition géniale sur les grands enjeux de l'immigration. C'est son anticipation de grandes réformes sociales progressistes, la défense de la propriété sociale et des services publics, la démocratisation de l'économie, son combat dans les pas de Robespierre, Condorcet et Hugo contre la peine de mort. C'est l'action pour l'acquittement du capitaine Dreyfus, victime d'un antisémitisme couvert par les plus hautes autorités militaires et de l'État. À l'adresse de ses camarades, il lance « Quel que soit l'être de chair et de sang qui vient à la vie, si la figure d'homme, il porte en lui le droit humain. » Jaurès, c'est la raison et la sagesse dans le débat sur la loi de séparation de l'Église et de l'État, veillant au respect des consciences, épargnant à la France le poison des guerres de religion. C'est une combinaison d'ouverture d'esprit et de fermeté dans les débats à gauche. C'est la passion de l'unité du prolétariat, le travail patient d'unification du courant socialiste. C'est aussi les combats pour l'accès à l'éducation et à la culture, c'est sa foi en la jeunesse. Jaurès, c'est enfin un théoricien d'envergure qui déploie de puissantes réflexions sur les processus de transformation sociale et les processus révolutionnaires vers le socialisme et le communisme, et Engels. Certes, il ne manque pas aujourd'hui de responsables politiques qui défilent ici même et qui se réclament de Jean Jaurès, en flétrissant chaque instant son œuvre et sa mémoire, en le caricaturant, en organisant finalement sa deuxième mort. Or, l'œuvre de Jaurès ne se mesure que dans ses actions, dans ses interventions, dans ses textes, pas dans la petite propagande brouilleuse d'esprit et de repères impulsés par les tenants médiatiques du raccourci, de la petite phrase et de la paresse intellectuelle. Nous appelons à un peu de sérieux, à un peu d'effort et à beaucoup d'honnêteté. Certes, Jaurès pour nous n'est pas un modèle si tant est que nous en devions en avoir un. Mais comme d'autres, de Marx à Gramsci, de Mandela à Allende, c'est un éclaireur, un ouvreur de pistes sur des terrains de plus en plus minés par une féroce guerre idéologique. Avec un courage qui force toujours l'admiration, Jaurès aura lutté jusqu'à son dernier souffle pour éviter le terrible engrenage qui s'annonçait et qu'il percevait avec clairvoyance. Après s'être rendu auprès du sous-ministre de la guerre, Albert Ferry, quelques heures avant cet assassinat, pour inciter encore aux efforts de paix, il apprend que dans les chancelleries, la guerre est lancée. Il s'attable ici, avec l'équipe de l'Humanité, pour un dîner, à la suite duquel il a l'intention de rédiger ce qu'il appelait l'article décisif, l'ultime appel pour pointer les responsables, ces ministres à la tête légère comme il les appelle, pour que les armes se taisent et que la raison l'emporte. La balle de son assassin l'en empêchera. Jusqu'à son dernier souffle, il évoquait avec éloquence et passion l'ultime chance de la paix, l'union du prolétariat européen. Lors de son discours le 25 juillet, 6 jours avant son assassinat, dans le quartier de Vèze à Lyon, il déclare ceci: « Quoi qu'il en soit, citoyens, et je dis ces choses avec une sorte de désespoir, il n'y a plus au moment où nous sommes menacés
de meurtre et de sauvagerie, qu'une chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ces forces qui comptent, un grand nombre de frères, français, anglais, allemands, italiens, russes, et que nous demandions à ces milliers d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. Son message n'a pas été entendu à l'époque, mais son message demeure. Il garde, un siècle plus tard, une valeur qui mérite que l'on s'y arrête, et nous devons avoir à cœur de préserver son héritage qui fut mis à mal dès le lendemain de la guerre. Que n'a-t-on fait de son assassin Raoul Villain, qui était un homme fanatisé par les campagnes nationalistes, un innocent que les circonstances excusent? Rapidement, dès la guerre finie, la thèse officielle fut mise en place. Raoul Villain croyait assassiner un homme de paix et il aurait assassiné un homme qui n'aurait pas manqué, au dire des tenants de l'Union sacrée, de se rallier à la cause de la guerre. Au lendemain de la guerre, tout était bon pour que l'Union sacrée de la guerre se transforme en Union sacrée de la victoire, quitte à souiller la mémoire de Jaurès. Certes, personne ne peut le faire parler aujourd'hui, mais comment penser que Jaurès se serait aligné sur un Clémenceau, dit père la victoire, qui voulait une victoire totale sur l'Allemagne et asseoir la domination de la France en Europe et dans le monde, qui voulait la rive gauche du Rhin et la confirmation de la présence française au Maroc, qui enfin créa les conditions d'une paix temporaire et d'une revanche des peuples humiliés. Il convient cependant de balayer une idée simpliste et fausse. Non, Jaurès n'était pas un pacifiste béat qui aurait renoncé à la sécurité de la nation et de son pays. Dans son livre « L'armée nouvelle », il développe d'ailleurs des idées importantes, inspirées de l'élan révolutionnaire et patriotique de Valmy sur ce que devrait être une défense nationale du peuple et pour le peuple. Mais de cette guerre-là, motivée par l'appât des gains financiers et territoriaux, il n'en voulait pas. Au cœur du carnage, ses plus fidèles héritiers furent ces mutins qui, de Craonne à la mer Noire, refusèrent de sacrifier leur jeunesse pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs et qui, comme Jaurès, payèrent chèrement leur audace. Cela ne rend que plus saugrenu encore le projet décidé au sommet de l'État d'honorer en un seul jour tous les morts pour la France. On ne peut en effet commémorer dans le même élan la boucherie sanglante de 1914, où toute la jeunesse fut envoyée par les gouvernements européens se faire abattre pour d'obscures raisons, et le conflit où les démocrates durent à la fin des années 30 affronter la bête immonde du nazisme. À tout confondre, on brouille les repères, on perd notre pays et on égare nos citoyens. Jaurès nous parle encore quand à Vèze, il lance ce vibrant appel. Si la tempête éclatait tous, nous socialistes, nous aurions le souci de nous sauver le plus tôt possible du crime que les dirigeants auront commis. Et en attendant, s'il nous reste quelque chose, s'il nous reste des heures, nous redoublerons d'efforts pour prévenir la catastrophe. Que les dirigeants actuels lisent, relisent et méditent le sens de cet appel 100 ans après dans notre monde où bruissent un peu partout, sourdement, les menaces de guerre, où s'amoncellent de sanglants conflits, où des intérêts contradictoires poussent des peuples entiers sur le chemin sans retour de la guerre, où la guerre économique menée par de tout petites armées de puissants actionnaires, baptisés dans les médias la main invisible du marché et leurs commissaires politiques conseillés par de petits comptables, fait rage partout. Qu'ils le relisent et s'en inspirent, car il y a 100 ans, peu nombreux furent ceux qui, à l'instar de Jaurès, sentaient venir le terrible drame et tentèrent d'en prémunir la France et l'Europe.
L'humeur était, paraît-il alors, de partir la fleur au fusil pour une guerre que les dirigeants politiques de l'époque et la presse bourgeoise annonçaient courte. Pourquoi les élites n'ont pas su, n'ont pas voulu voir venir l'horreur qui s'annonçait? Et posons-nous la question, en serait-il capable aujourd'hui? Rien n'est moins sûr. Nous sommes à une autre époque, mais l'appât du gain, gain de territoire, gain financier, ce que Jaurès appelait des guerres de proie, ne sont pas moins menaçantes. Les dépenses militaires mondiales ont doublé depuis l'année 1990 pour dépasser les 1600 milliards de dollars. La politique extérieure menée par la France depuis plusieurs années maintenant provoque chez tous les progressistes de fortes inquiétudes. L'inféodation de la politique extérieure française et européenne à l'OTAN, les guerres menées au nom d'objectifs flous sur le continent africain, sans débat parlementaire, ou les récentes déclarations présidentielles sur ce que l'on nomme vulgairement et faussement, parce qu'il ne s'agit pas de cela, le conflit israélo-palestinien, sont lourds de motifs d'inquiétude. La voix de la France, jusqu'ici attendue par de nombreux peuples pour peser sur le règlement politique, diplomatique et pacifique des conflits, semble aujourd'hui s'éteindre doucement au fur et à mesure que la guerre économique accroît son emprise, laissant insidieusement place aux logiques de guerre. Et pourtant, quelle nécessité est plus impérieuse aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, que de défendre la paix? Aux portes de l'Europe, en Ukraine, où s'affrontent de grandes puissances impérialistes sur fond de guerre économique pour le contrôle des ressources gazières et pétrolières et de montée d'un nationalisme agressif et autoritaire, où il y a eu dans le gouvernement ukrainien des fascistes pendant plusieurs mois, où en ce moment même on interdit aux communistes d'avoir un groupe parlementaire au Parlement, et où on est en passe d'interdire le parti communiste ukrainien, où on tape dans la rue, où on veut assassiner le secrétaire général de ce parti. Eh bien, tout ceci est l'héritage des heures les plus sombres du siècle dernier, et il ne faut pas laisser faire. En Palestine, où un peuple entier est privé du plus élémentaire de ses droits, de disposer de ses terres, de son eau et de son État, au mépris du droit international. À Gaza, en ce moment même où nous sommes rassemblés ici, pleuvent des bombes sur un peuple prisonnier et emmuré. La France et l'Europe doivent prendre des initiatives à la hauteur de la gravité de la situation. Et quand je dis des initiatives, ce n'est pas un coup de téléphone à monsieur le Premier ministre israélien ou même à Mahmoud Abbas. Quand je dis des initiatives, c'est prendre l'initiative de replacer la question de l'État palestinien, non pas seulement entre le Conseil de sécurité des Nations Unies, mais à l'Assemblée générale des Nations Unies. C'est là que sont représentés les peuples du monde, pas au Conseil de sécurité aujourd'hui. Parler Jaurès 100 ans après sa mort, c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, très indélicat. Qu'aurait dit Jaurès, au moment où on évoque ça, chacun peut après théoriser sur ce qu'aurait dit Jaurès, mais la réalité, personne ne sait ce qu'aurait dit Jaurès. Jaurès était un réformiste, Jaurès était un homme qui a accepté de soutenir l'entrée socialiste dans les gouvernements de Walter Rousseau. Jaurès était un homme de paix, un homme de rassemblement, un homme d'unité, et pas un homme qui était un homme de scission ou un homme de division. Donc tout ce qui amène à la division ne va pas dans le bon sens, et en tout cas c'est pas lié à l'histoire et à la mémoire de Jaurès. La moindre des choses, en le respectant, c'est de respecter ce qu'il était, c'est-à-dire un homme qui faisait qu'il n'y avait qu'une seule race, l'humanité, qu'il n'y avait pas de division entre les hommes, malgré qu'il y ait des choses qui nous séparent.
Justement, est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de récupération politique en ce moment? Oui, mais la récup c'est facile, dans un monde de communication, etc. Tout le monde essaye de récupérer, on l'a vu, ça va de l'extrême droite à l'ensemble des partis. Il n'y a pas de récupération à voir de Jaurès. Je veux dire, il faut juste... Le silence vaut mieux que les mots dans ces cas-là. Je veux dire, je crois qu'il faut savoir se taire parfois et se dire que les leçons qu'il nous a données il y a 100 ans sont encore des leçons qu'on doit toujours méditer. Quoi. Voilà. Et la prochaine étape, là, pour les commémorations de la Première Guerre mondiale, c'est... La prochaine étape, c'est dimanche, puisque c'est la rencontre entre le président Hollande et le président Gauck, le président allemand, à l'Hartmann-Wiederhof, dans ce qui est ce lien unique, fort, et en même temps très symbolique, qui est le lien franco-allemand, donc une rencontre sur cette frontière entre la France et l'Allemagne, et autour de ce qui fait ce lien entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire la capacité à dépasser les haines engendrées par 2 conflits mondiaux pour construire une Europe de la paix. C'est la sortie des normes de sécurité, s'il vous plaît, monsieur. C'est gentil, on remet le papier, on vous n'êtes que des vilains! Juste après, monsieur, juste dans 2 minutes, s'il vous plaît. Dans 2 minutes. Socialiste, trahison, bandit, voleur! Vous êtes dans mes oreilles. Je m'en fous. Vous êtes dans mes oreilles. Vous dites ce qu'on pense. Socialiste, voleur, trahison, 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 menteur, 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 trahison, On n'a rien. On a voté pour des changements. Il fait communiste. Palestine, qu'est-ce que vous dites? On recule un petit peu, messieurs. Allez, laissez-le rentrer. On vous a rebaptisé Le Pen. Eh, Jean-Marie, trahison, 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 antisocial, antisocial, antisocial. Eh oui, monsieur, vous menez une politique de trahison. Politique de droite. Et avec votre caméra. Comment ça, pas d'insulte? Quand on mène une politique de droite, même Sarkozy en a rêvé. C'est vous qui le faites, c'est scandaleux. Vous êtes une bande de traîtres. Traîtres à vos électeurs. J'en fous. C'est ça la lutte, les gars, c'est ça. Prenez-vous en plein la gueule. C'est le PS qui est fait. Allez dans l'arrière-salle là-bas, c'est là où vous êtes bien. C'est avec le MEDEF.
Entre vous, allez signer les accords. Allez signer vos accords pourris. Vous allez la bouffer, votre mère. On n'est pas du même côté de la barricade, mon peuple. Non, non, non. Lâchez. Vous n'êtes pas capable de te rassembler un jour comme celui-ci. Vraiment. Va dans ta cour. Va dans ta cour. Va dans ta cour. Va dans ta cour. T'es un gros vilain, toi. T'es un gros vilain. Tu fais pitié. Tu fais pitié, vraiment. Ça fait mal au cœur. Ça me fait mal pour toi. C'est un gros vilain. Très libéral, et ça c'est pas normal. Vous n'avez pas été élu pour ça. 351, c'est pas mini. Oui, pour dire que vous êtes des traîtres. Oui, vous avez trahi votre électorat. Vous avez trahi votre électorat, monsieur. Vous avez trahi votre électorat et vous continuez à le faire. Et vous continuez à le Oui, tu l'as lu à l'envers. Attention à toi, t'as déjà prévu, toi. L'ambiance est un peu tendue. Non, non, mais non, ça, je trouve ça dommage qu'on s'engueule. Voilà. Ah, bonjour. Bonjour. Quelle trahison! Quelle trahison! Quelle trahison! Comment je peux vous rejoindre? Un email? Il représente quoi, Jean-Jorest? L'unité de la gauche. C'est vraiment le cas? Ça n'a pas l'air. Ah non, là non, aujourd'hui non. Bon allez, salut. Vous pas rester du coup? Non mais c'est pas ça, c'est que je venais juste pour le recueillement, mais là, manifestement l'ambiance est pas au recueillement. Je vous le dis, moi j'étais pour une tribune commune, un accord pour célébrer Jaurès dans l'unité. On peut avoir toutes les divergences qu'on veut, mais finalement la fondation du socialisme elle passe par l'unité. Et tout ce qui s'est fait, d'ailleurs Jaurès c'était pour l'unité, et tout ce qui s'est fait depuis 100 ans, les 40 heures, les 39 heures, les 35 heures, les congés payés, la sécurité sociale, le droit du travail, tout le SMIC, tout ça est dû à l'unité de la gauche. Rien n'a jamais été gagné sans l'unité de la gauche. On pourrait le redire aujourd'hui. François Hollande, qui était entré dans le Café du Croissant, s'est approché de notre stand où nous vendons le journal L'Humanité et je lui ai proposé d'en acheter un, donc il l'a pris. Et alors je lui ai dit, mais monsieur Hollande, c'est 1,50 €. Vous savez que la presse est en difficulté. Donc il a demandé 2 € à son voisin parce qu'il n'avait pas d'argent sur lui. Et royalement, il a dit garder la monnaie. Donc voilà, la petite anecdote. Donc le président de la République peut-être va lire le journal L'Humanité aujourd'hui, mais sait-on jamais. Voilà, merci.